suis très ému par ce que vous dites, monsieur. Très ému parce qu'on le sait, je l'ai dit, mon père était ouvrier agricole, ma mère femme de ménage, et je crois savoir un peu ce que sont les gens modestes. Et tout ce que vous dites est vrai et juste. Il y a de fait une lutte des classes qui se fait sur le terrain de l'économie. Il y a les possédants et les possédés. Il y a les gens qui ont et les gens qui n'ont pas. Mais ça marche aussi sur le terrain culturel et intellectuel. Vous avez bien raison de le dire. Ça marche comme ça. Vous avez bien fait de prendre la parole, de lire votre texte, parce que je viens de ce monde et je n'ai pas voulu de ce monde dans lequel on me proposait des ponts d'or. On me proposait, dès que j'ai eu un contrat avec un premier éditeur, de venir à Paris en me disant vous laissez tomber votre femme, votre milieu, votre enfance, votre père, votre mère, tout ça c'est du Zola, vous mettez tout ça dans une maison, vous allez fermer les portes, les entrées, etc. Vous allez faire carrière, on va vous aider. Donc vous avez raison, il y a une caste d'intellectuels qui est une caste dangereuse, au service des gens qui exploitent, au service des gens qui humilient, au service des gens qui se servent des pauvres, qui utilisent les pauvres, leur force de travail, qui les sous-paient, qui les méprisent et qui les négligent. Vous avez raison, ça existe. Ça existe. On m'a proposé d'entrer dans cette configuration-là et j'ai refusé parce que, pas par vertu, mais par incapacité à adhérer à ce genre de vice. Je m'étais dit quand j'étais petit garçon, donc c'était peu probable qu'un jour je sois devant vous à faire ce que je fais en disant ce que je dis et en écrivant ce que j'écris, je m'étais proposé d'être fidèle à mes parents, à mon enfance, à mon milieu, à ces gens à qui on ne demandait jamais leur avis, à qui on disait, mon père étant ouvrier agricole, quand il prenait son dimanche, on lui disait aujourd'hui tu viens travailler, c'est la moisson. Et mon père allait travailler, et il travaillait 15 heures, et il travaillait 15 heures le lendemain, et puis la même chose après, etc. Et puis l'hiver, quand il y avait du froid et qu'il fallait, que la terre était gelée, on aurait pu lui dire, bon ben tu sais, t'as travaillé une semaine à 10 heures, plus de 10 heures par jour, eh bien tu prends une semaine là, puis repose-toi cet hiver. Non, on lui disait, il faut nettoyer ceci, il faut mettre de l'huile là, il faut graisser les machins, il faut faire... Jamais, effectivement, on ne lui a dit, tu as beaucoup travaillé là, repose-toi là, ou on va te payer les heures supplémentaires, pas du tout. J'ai vu ce qu'était l'esclavage, quand on nous dit, Aristote, il défend l'esclavage, mais aujourd'hui, il y a encore plein d'esclaves. Il y a encore plein d'esclaves, de gens qu'on soupait, de gens qu'on humilie, de gens qu'on ne paie pas à la juste valeur, les jeunes esclaves. Les jeunes esclaves qui ont des jolies filles, qui ont un joli minois, qui ont 20 ans, qui n'ont pas de sous et qui sont obligés de coucher avec le propriétaire de leur studio pour pouvoir vivre parce qu'elles n'ont pas d'argent ou que les bourses qu'elles ont ou que l'argent des parents ne suffit pas. Donc il y a une prostitution aujourd'hui des jeunes étudiantes. Il y a une prostitution au travail avec des jeunes étudiants qui aujourd'hui sur des mobylettes, je les vois passer par ma fenêtre, livrent des pizzas à 10h, à 11h, à 11h30 sur des mobylettes quel que soit le temps, l'hiver et qui normalement le lendemain à 8h sont en cours. Donc oui, vous avez raison, le monde est injuste, le monde est violent, le monde est fort avec les faibles avec les forts. Il y a une catégorie de gens qui n'ont que leur force de travail et leurs larmes pour pleurer, enfin leurs yeux pour pleurer, et ils n'ont pas beaucoup d'intellectuels avec eux, ces gens-là. Très peu, très peu. Quand il y en a, on les salit, on les méprise. Je prends Pierre Bourdieu, pour ne parler que des morts, ou je pourrais parler de BHL aussi. Mais pour dire effectivement qu'il y a deux façons d'être philosophe. Il y a la façon de Platon et la façon de Diogène. Donc quand vous dites les intellectuels, si on parle sociologiquement, vous avez raison, majoritairement, ils sont du côté de Platon jusqu'à BHL. Il y a un lignage, des philosophes de cour, des philosophes de pouvoir, des philosophes qui légitiment l'humiliation, qui légitiment que chacun soit à sa place, que les riches puissent avoir une belle vie et que les pauvres puissent bosser, puisque de toute façon ils ne sont bons qu'à ça. Et puis vous avez un autre lignage, et c'est celui dans lequel j'espère trouver ma place quand mon existence disparaîtra et que mon travail aura été fait. C'est celui de Diogène. Et jusqu'à Pierre Bourdieu, qui est un sociologue qui est hélas mort trop tôt, et qui lui venait aussi d'un milieu modeste. Son père était petit paysan avant de devenir un petit fonctionnaire, c'est-à-dire un petit responsable d'une poste dans le sud de la France. Et Bourdieu a pensé pour les pauvres, pour les gens modestes, pour les petits, pour les sans-grades, pour les oubliés, pour les travailleurs. Et on lui a fait payer ça toute sa vie. Quand il travaillait sur des sujets un peu à l'écart, sur la question de l'Algérie ou des travailleurs algériens à l'époque des années 50, tout le monde s'en foutait un peu. Quand il a commencé à travailler concrètement, réellement, à voir ce qui se passait aujourd'hui, avec le retour du libéralisme, la conversion de Mitterrand en 83 au libéralisme, la disparition de la gauche des écrans radars, sauf le Parti communiste, mais qui n'existe plus. Ce penseur-là,
Il a dit il faut penser les conditions de possibilité du travail ouvrier, de la condition ouvrière, de la condition des gens modestes, de la condition des exploités, de la condition des esclaves d'aujourd'hui. On ne les entend pas, ces philosophes-là. On ne les entend pas parce que quand on les entend, on les salit, on les discrédite. On dit qu'ils disent autre chose que ce qu'ils disent. Que n'a-t-on dit de Pierre Bourdieu quand il est mort ? Quand il avait écrit un tout petit livre qui s'appelait Sur la télévision, qui était formidable pour expliquer les mécanismes de formation de l'idéologie et le rôle de la télévision et des médias pour fabriquer une pensée dominante, pour criminaliser la pensée de ceux qui pensent, comme vous dites, librement ou de manière autonome. Ceux qui disent, mais attendez, vous nous racontez des trucs là, mais à longueur de télévision, vous nous dites ceci, vous nous dites cela, vous nous racontez... Mais c'est peut-être pas forcément vrai. Si vous commencez à douter de ça, on arrive, on dit mais qu'est-ce que c'est que ce type ? Il va à la télévision, puis il critique la télévision, mais la télévision n'appartient pas qu'aux propriétaires de chaînes de télévision, et puis quand on est sur le service public, c'est notre télévision, c'est notre argent. Pourquoi le discours est toujours le même ? Pourquoi c'est toujours... La vérité, c'est du côté de l'euro, de l'Europe, du marché, de l'argent, c'est du côté de Paris, de l'intelligence, des gens cultivés, de gens qui sont des électeurs de Maastricht, etc. Et de l'autre côté, vous avez l'erreur. Le faux, les paysans, les ploucs, les incultes, les sous-cultivés, les bac-10, tous ceux dont on nous a dit vote non à Maastricht, ce sont les gens qui votent pour le Brexit en Angleterre, et ce sont tous ceux dont on dit qu'ils sont fascistes, pétinistes, nazis, etc., populistes. Toutes ces choses qui font que dès qu'on veut penser par soi-même, la pensée est criminalisée. Si vous voulez penser par vous-même aujourd'hui, votre pensée sera criminalisée. On dira que vous faites le jeu du Front National et que le Front National c'est le nazisme et que le nazisme c'est Adolf Hitler et que Adolf Hitler c'est les chambres à gaz et que vous ne pouvez tout de même pas vouloir le Troisième Reich à nouveau. Mais qu'en votant non à Maastricht, vous faites pareil qu'Adolf Hitler. C'est ce qu'on vous dit globalement. C'est ce qu'on a commencé à dire à Bourdieu. J'étais allé faire une conférence à Grenoble. Et je suis descendu de l'avion et je remets mon téléphone en route et France Inter, j'étais pas encore persona non grata sur France Inter, mais me dit est-ce que vous voudriez réagir à la mort de Pierre Bourdieu ? Je dis comment ça la mort de Pierre Bourdieu ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On m'a dit bah oui il est mort, etc. Je dis mais pas Pierre Bourdieu, il avait 74-15 ans, je sais pas, enfin septuagénaire, on pouvait attendre dans 10 ans, dans 15 ans. Je dis Bourdieu est mort, terrible. Je fais ma conférence, je reviens, je reprends l'avion du soir, j'achète le journal du soir, Le Monde, et ça commence le passage à tabac par Le Monde. Le lendemain, j'achète Libération, je lisais encore Libération, passage à tabac de Bourdieu encore. Je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et puis j'ai acheté toute la presse. Et j'ai fait un petit livre qui s'appelle Célébration du génie colérique, en ne faisant que commenter les nécrologies de Pierre Bourdieu. C'était immonde, c'était abject. On crachait sur un mort qui n'était pas encore froid. Simplement parce que Bourdieu avait pris le parti des petits, des sans-grades, des gens modestes, des gens simples, des gens pour qui la vie n'est pas facile, des gens qui ne sont pas cultivés, des gens qui sont incultes, des gens qui n'ont pas la culture, qui n'ont pas les codes, les gens qui vont voir Bienvenue chez les Ch'tis et pas le dernier film sous-titré en serbo-croate avec un réalisateur turc qui lui-même fait parler les gens en grec moderne, ou en grec ancien plutôt, je veux dire. Tous les gens qui ne sont pas des lecteurs de Télérama ou de la bonne presse, des gens qui lisent Ouest France éventuellement quoi. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ces gens ? Ils voudraient en plus de ça décider de leur destin. Ils ne veulent pas de l'Europe libérale maastrichtienne, ils l'auront quand même. 2005, le peuple dit on n'en veut pas de cette Europe maastrichtienne. On dit ah ben vous ne voulez pas de l'Europe. Vous êtes des nationalistes, le nationalisme c'est la guerre. Les gens disent non, c'est pas qu'on veut pas de l'Europe, on veut pas de sa formule libérale. On veut bien de l'Europe, tout le monde veut de l'Europe, personne ne dit on veut pas de l'Europe, tout le monde est européen. Mais on finit par vous dire que si vous n'êtes pas un défenseur du marché qui fait la loi, alors vous êtes contre l'Europe, donc vous êtes pour les nations. Si vous êtes pour les nations, Mitterrand l'avait dit, le nationalisme c'est la guerre. Mais pour l'instant c'est l'Europe qui est la guerre. C'est l'Europe de Maastricht qui est la guerre. Guerre civile, guerre sociale, guerre partout ailleurs sur la planète. C'est pas le nationalisme, c'est l'impérialisme du libéralisme qui estime que, sous prétexte de nous protéger du terrorisme, il faut faire tomber des bombes pour que les gens qui fabriquent des bombes et qui financent les campagnes présidentielles puissent continuer à se faire beaucoup d'argent. C'est ça la raison des guerres. Pourquoi il y a des guerres sinon ? Vous construisez des chars, vous construisez des tanks, vous construisez des bombes, vous construisez des munitions. Si ça sert à rien, qu'est-ce que vous allez faire de ça ? Donc il faut vous en servir. Eh bien, il faut vous en servir contre qui ? On va pas s'en servir contre la Chine, ils ont les mêmes. Donc ils vont nous en foutre la pâtée. Si vraiment on veut intervenir au nom des droits de l'homme, on n'a qu'à intervenir en Corée du Nord, il n'y a pas de problème. Mais ils ont des bombes atomiques, ils ont des avions, ils ont des soldats, c'est plus facile d'aller péter la gueule aux Afghans. C'est nettement plus facile. Ou d'y aller en Libye, de continuer, ou d'aller en Irak.
en pendant un dictateur qui a subventionné les campagnes présidentielles de certains présidents qui sont toujours pas morts, mais presque, mais qu'on aurait pu, je ne cite personne, mais il y a d'autres personnes qui pourraient se trouver au tribunal, et pas seulement Sarkozy, mais pourquoi ça a eu lieu? Simplement parce qu'on vous dit, restez à votre place. Vous, les pauvres, les modestes, les sans grade, qui ne savez pas parler, vous exprimer, poser des questions, prendre des paroles, lire, savoir ce qu'est Proust, savoir ce qu'est une sonate de Schoenberg ou savoir ce qu'est le théâtre de Godard, qui emmerde tout le monde, mais dont il faut dire du bien sous prétexte de passer pour un crétin. On vous dit, vous n'avez pas la loi, vous n'avez pas le pouvoir. Vous n'imaginez tout de même pas que la démocratie, ça devrait être le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est fini, ça. Nous sommes dans un régime qu'on pourrait appeler plutocratique. La plutocratie, c'est le régime des gens riches. Nous sommes dans une oligarchie, c'est le régime d'une poignée. Nous sommes dans une aristocratie, c'est le gouvernement de quelques-uns. Pourquoi le fameux BHL est-il copain de tous les présidents de la République, sauf Chirac, depuis Mitterrand? Pourquoi? Tous. J'ai soutenu Ségolène Royal, qui n'a pas été présidente, mais qui nous a dit qu'elle nous assurait de nouvelles de victoires comme celle-ci, le soir de son échec. L'ami de Sarkozy, l'ami de François Hollande, l'ami de Macron. Pourquoi ces gens-là sont tous toujours comme ça, ces intellectuels, les Attali, les Minc, les BHL, ces intellectuels dont vous dites fort justement qu'ils vous disent ce qu'il faut penser, comment il faut le penser, ce qu'il faut aimer, pas aimer, ce qu'il faut détester, ce qu'il faut mépriser. Danny Boom, c'est fait pour le peuple. La preuve, ça fait des millions d'entrées. Donc ça, c'est pas du cinéma, ça. On va cracher sur ce genre de choses. Vous avez des journaux qui font ça très bien. Le Monde, Libération, Télérama, l'Obs, tout ça, on vous dit populiste, il y a du monde. Vous imaginez bien. En revanche, si Godard sort de son cercueil pour faire un moyen métrage de 5 heures et nous explique dans toutes les langues un truc que personne ne comprendra, on dira génie, Godard, formidable. Vous aimez Godard? Et l'intimidation, quand on est un jeune intellectuel, on dit, bah oui, j'aime bien Godard. Ah bon, très bien, ça va bien. Mais quand vous dites un peu plus tard, non, ça m'emmerde Godard. Ça m'emmerde depuis Pierrot le Fou, quoi. Puis Pierrot le Fou, ça va, ça peut être bien, à bout de souffle, mais après, c'est fini, quoi. Il y a des gens qui finissent par vous dire, bah, je suis d'accord aussi, hein. Bah alors dites-le. Dites-le. Parce qu'effectivement, les intellectuels ne pensent pas par eux-mêmes. Tout intellectuel qui pense par lui-même se fait dézinguer, se fait tirer dessus. Tout intellectuel qui pense du côté du peuple, en faveur du peuple, avec les gens modestes, qui n'ont pas la langue, qui n'ont pas le langage, qui n'ont pas les mots pour ça. C'était le cas de mes parents, c'est le cas de ma mère, c'est le cas de mon père, c'était le cas de mon père qui n'est plus là, mais qui n'avait pas la possibilité de formuler, de dire, de raconter. Eh bien, c'était des gens qui subissaient leur sort. Et leur sort, on l'écrivait pour eux, les fameux intellectuels dont vous parlez, les politiciens dont vous parliez, qui sont aujourd'hui associés aux banquiers, aux gens de médias, aux directeurs de chaînes télévision, aux directeurs de la presse. La presse ne fonctionne aujourd'hui qu'avec notre argent. Savez-vous que la presse n'existe aujourd'hui que financée par l'argent public? Si vous supprimez tout l'argent public, il n'y a plus un seul journal qui vit aujourd'hui en France. Il n'y en a plus aucun. C'est-à-dire que votre argent finance l'humanité, c'est le journal le plus subventionné. Que vous subventionnez Le Monde, que vous subventionnez Libération, que vous subventionnez Le Figaro, que vous subventionnez Le Point, l'Obs, etc. L'argent va à des journalistes qui nous défendent une vision du monde, qui évidemment attaquent ceux qui attaquent cette vision du monde, en nous disant qu'évidemment il s'agit de développer une idéologie. On n'informe pas à la télévision, on déforme, on inculque, on dit ce qu'il faut penser, on dit le bien, on dit le mal. Donc penser par soi-même est devenu difficile. C'est devenu très difficile, parce que vous en prenez plein la figure. Moi ça va, on peut plus vraiment totalement m'arrêter. Mais il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas exister simplement parce qu'ils ont commencé à dire 2 ou 3 choses qui vont dans ce sens-là, et on dit celui-ci, on lui donne pas la parole. On ne lui permet pas de faire carrière. Donc évidemment, on ne parle pas de lui, ou quand on en parle pour en dire du mal. Donc tout est fabriqué comme ça, pour produire du consentement. Alors ça c'est une analyse un peu sociologique. Je vais faire une analyse philosophique de ce que vous dites, et je vais dire la même chose, mais avec un philosophe que j'estime beaucoup, qui s'appelle La Boétie, l'ami de Montaigne. La Boétie écrit un tout petit livre qui s'appelle Discours de la servitude volontaire. Il a 17 ans à peu près. Montaigne ment un peu là-dessus, parce qu'il dit c'est un livre de jeunesse, parce qu'il dit des bêtises. Montaigne est un conservateur. Montaigne c'est un copain de BHL. C'est quelqu'un qui recevait le roi chez lui, c'est quelqu'un qui a justifié assez probablement le massacre de la Saint-Barthélemy du côté des pouvoirs.
C'est pas compliqué, hein. Du côté des pouvoirs, pas du côté du pouvoir. C'est simple. Vous avez vraiment une vraie ligne comme ça, je vous dis, de Platon à BHL ou alors de Diogène à Bourdieu. Et vous pouvez les prendre entre deux tous. Montaigne, il est effectivement du côté des pouvoirs. La Boétie n'est pas du côté des pouvoirs, du moins avec ce texte. Sa vie est compliquée, on ne sait pas grand-chose, il meurt de bonne heure. On imagine qu'il a travaillé à la répression des protestants. Bon, c'est pas sûr, on ne sait pas exactement. Moi, je ne garde que ce texte. Parce que ce texte est une analyse du fonctionnement du pouvoir. Et je réponds à votre question, sommes-nous tous fous? La réponse est oui, et je vais vous dire pourquoi et comment. C'est ce que la Boétie appelle la servitude volontaire. La servitude volontaire. Et c'est un concept extrêmement simple. Il dit il n'y a de pouvoir qu'avec le consentement de ceux sur lesquels ce pouvoir s'exerce. Ça veut dire que quand vous avez une domination, eh bien, vous pouvez toujours incriminer le dominateur, mais on peut aussi dire au dominé, si tu refuses la domination, il n'y aura pas de domination. Il y a un très beau film de Jean Vigo, que j'adore, qui est un anarchiste, et qui s'appelle Zéro de conduite. Ça fait 20 minutes. C'est un film en noir et blanc. Et c'est un film qui se passe dans un pensionnat, c'est extrêmement serré, extrêmement sévère. La discipline est terrible dans cette pension. Et il y a un moment donné où il y a une bataille de polochons. C'est un bordel total. Et c'est filmé, on est dans les années 30-40, je ne sais plus exactement la date de ce film. Il y a un moment donné où c'est filmé au ralenti et on voit la bataille de polochons, les plumes qui volent partout, etc. C'est-à-dire que le dispositif autoritaire de l'école tombe par terre le jour où ceux sur lesquels le pouvoir s'exerçait disent non. Le jour où les gamins disent non. On fout le bordel. On y va avec les oreillers. Alors c'est pas faire la grève comme aujourd'hui, hein, ça c'est autre chose. C'est pas ça vraiment qui est gênant pour le capital. Ils sont fous le capitalisme de ce genre de grève. Chacun joue son jeu, tout est déjà joué, on a déjà à peu près partagé les choses, chacun fait semblant de jouer son rôle, mais finalement c'est déjà réglé tout ça. La servitude volontaire, c'est une idée formidable, découverte par la Boétie. Il nous dit le pouvoir est un colosse qui n'a de pied que par les vôtres. C'est vous qui êtes le pied du colosse. C'est de la terre cuite. Laissez tomber tout ça, ça s'effondre. Si vous ne voulez plus du pouvoir, ça sert à rien d'aller voter, puisque de toute façon, quoi que vous votiez, si vous vous déplacez pas, si tout est fait pour que globalement, au deuxième tour des présidentielles, vous ayez le bien et le mal, un bon et un méchant. Pour le coup, c'était une méchante, dont on nous a dit qu'elle était Oradour-sur-Glane, hein, puisque le président de la République actuelle était allé à Oradour-sur-Glane quelque temps avant, puis après il est allé au musée de la mémoire juive pour bien faire savoir que le mal il était là en face, hein, et qu'on avait le choix entre le bien et le mal. Et que le bien c'était lui, et que le mal c'était Marine Le Pen qui, comme chacun sait, dit du bien d'Adolf Hitler, fait l'éloge de Mein Kampf, a toujours dit qu'Auschwitz était formidable, que si elle arrivait au pouvoir, elle remettrait les chambres à gaz en route, hein, chacun le sait. Donc on se dit, mais qu'est-ce qui fait qu'on a fabriqué du consentement comme ça, au point qu'on nous dit, allez, vote connard, comme disait Léo Ferré, vote connard, vas-y, t'as le choix entre blanc et blanc. Et tu n'auras pas le choix entre autre chose. Tu auras un candidat qui défendra l'Europe, l'euro, le libéralisme, etc. Et si tu penses par toi-même et que tu te dis, c'est un peu bizarre ce truc, quoi, quand même, pourquoi ça sert à quoi que j'aille voter, puisque finalement on nous dit que c'est lui qui sera élu, on a éjecté des gens, on a trouvé que Fillon sentait mauvais, mais il sentait mauvais comme beaucoup sentaient mauvais. Il y avait aussi chez Mélenchon matière à faire exactement le même type de procès que pour Fillon. Pourquoi est-ce que la presse... Étonnant, hein. La presse a aussi fait ce procès à ce monsieur juste pour dire toc toc toc, on écarte cela, et puis on arrive sur un truc très bien puisqu'on a le blanc, le noir. Votez le blanc, on n'allait pas voter pour le fascisme et pour le retour de Radour-sur-Glane. Les gens qui disent non, on n'y va pas, on a compris, on va plus voter, on dit peu importe, cause toujours, tu m'intéresses, tu vas pas voter, va pas voter. Il y en aura de toute façon assez pour que ce soit ce que le système a décidé que ce sera. Ce sera ça, et rien d'autre. Donc quiconque veut penser par lui-même ne le peut pas, ne le peut plus. Vous avez l'âge, moi aussi, qui nous permet de penser par nous-mêmes parce que nous avons eu droit à l'école républicaine, qui nous apprenait à penser, à réfléchir, à analyser, la raison. On apprenait, parce qu'on avait des instituteurs et des institutrices, et non pas des je sais plus quoi, des professeurs des écoles, mais on avait des instituteurs et des institutrices qui apprenaient à lire, à écrire, à compter, à penser. Et mon père, qui est allé peu de temps à l'école, ne faisait pas de faute quand il faisait une rédaction, connaissait 1000 choses de la poésie, de la géographie, de l'histoire, etc., parce que l'école fabriquait des individus raisonnables. Parce que, sur le principe de Condorcet, l'école avait rendu la raison populaire.
Et que la République faisait ça. Elle fabriquait des citoyens qui pouvaient penser, qui pouvaient réfléchir. Aujourd'hui, un enfant passe plus de temps devant son écran que devant son instituteur. Quand il est devant son instituteur, la plupart du temps, on lui met un écran devant le nez. Et on lui dit à quoi ça sert d'apprendre à lire, à écrire, à penser, puisqu'il faut apprendre à être citoyen éco-responsable, à sauver la planète et à faire du tri sélectif, et puis à aimer la diversité, etc. Oui, très bien, formidable, tout ça c'est bien, ça s'appelle de la morale. Et l'écriture, et la lecture, et la pensée, et la mémoire, quand est-ce qu'on forme ça? Donc on ne fabrique plus des individus qui pensent, on fabrique des individus qui opinent du chef. Et on a aujourd'hui des adolescents qui disent « mais moi je pense par moi-même ». Et qui disent, mais qu'est-ce que c'est que ce propos raciste, ce propos islamophobe, ce propos transphobe ou je ne sais quoi? Parce qu'ils ont l'impression qu'en régurgitant ce que la pensée dominante leur dit, télévision, médias, presse, etc., ils pensent par eux-mêmes. Mais ils ne pensent pas par eux-mêmes. Ils sont dans une logique qu'on appelle le psittacisme, c'est la répétition du perroquet. Ils disent exactement ce qu'ils entendent. Il n'y a pas un gramme d'esprit critique. Comment peut-on avoir de l'esprit critique quand toute la journée les journaux, la presse, la radio, les gens qui vous écoutent, les dominants, etc., vous tiennent le même discours en vous disant ce qu'il faut faire, ce qu'il faut croire, ce qu'il faut manger, ce qu'il faut penser, ce qu'il faut porter comme vêtements, ce qu'il faut chanter, ce qu'il faut aimer comme musique, ce qu'il faut, etc., etc. Nous sommes dans une période qui n'a jamais existé dans la forme qui est la sienne. Dans les dictatures anciennes, c'était clair. Le fascisme était armé, casqué, botté et visible. Aujourd'hui, c'est très insidieux. C'est pas dit clairement, mais vous prenez Zemmour aujourd'hui, on vous le présente comme un diable total. Marine Le Pen, dangereuse, etc. Eh ben, interdisons-la. Procès, allons-y, faisons un procès, puis montrons qu'elle est incompatible avec la République. Et puis mettons-la en prison. Et puis poursuivons les gens qui votent pour elle. Ou alors si on ne le fait pas, c'est qu'on fait semblant de dire qu'elle est dangereuse. On crée faussement un danger qui n'est pas dangereux. Qu'est-ce que ça veut dire, ces choses-là? Si vraiment les gens sont dangereux, on le prouve, on le montre, et puis on a une police, on a une justice, on a des prisons, on enferme les gens dangereux. Et les gens qui seraient dangereux pour la République et pour la démocratie, enfermons-les. Je suis pour. Mais je crains qu'on enfermerait dans cette configuration-là d'autres individus. Des directeurs de chaînes, des directeurs de journaux, des banquiers, d'autres individus qui, eux, sont effectivement de vrais ennemis de la République. Je vote pas Marine Le Pen, moi. Je suis un anarchiste, je suis un socialiste libertaire. Je vote Proudhon, moi, comme Proudhon est mort au XIXe siècle, je vote plus pour personne. Donc je la défends pas elle. Je dis juste que ces gens qui méprisent les petites gens sont les gens qui ont le pouvoir aujourd'hui et qui criminalisent toute pensée qui interroge la leur, qui interroge. Ils veulent absolument ils veulent l'Europe, l'euro, etc. Mais depuis Maastricht, ils l'ont, cette pensée-là. Elle est au pouvoir, elle a les pleins pouvoirs. Elle a les pleins pouvoirs. Est-ce qu'on n'a pas le droit de dire, au bout d'un certain temps, comme avec le bolchevisme, il y a un moment donné, on peut dire, bon, ça marche pas trop quand même, le communisme. Vous avez vu quand même le goulag, les barbelés, etc. Là, aujourd'hui, on peut le dire. À une époque, on nous a dit votez oui à Maastricht, et vous aurez, souvenez-vous, plein emploi, l'amitié entre les peuples, la disparition du chômage, tout serait formidable, merveilleux, une économie florissante, une jeunesse épanouie, etc., etc. On a eu quoi? On a eu les guerres, on a eu le racisme, on a l'islam terroriste, on a ce genre de choses aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas dire les usines qui ferment, les bassins d'emploi qui s'effondrent, la criminalité, la délinquance qui augmente, les prisons qui explosent et toutes ces choses-là. Ça fait un quart de siècle d'un système dont on nous a dit qu'il nous apporterait la paix et la prospérité. Est-ce qu'on n'a pas le droit de dire à un moment donné, ça marche pas votre truc? Je me contente juste de ce que je regarde. Je me contente juste de lire ce qu'un adolescent écrit aujourd'hui. Moi, j'étais 20 ans prof dans un lycée technique, j'avais des élèves de terminale, je lisais des copies de philosophie. Eh ben, je vous assure que l'état de la grammaire, de la syntaxe, j'ai quitté ça il y a 15 ans. Donc je ne sais pas maintenant à quoi ça ressemble. Mais il y a un moment donné où on peut le dire, sans passer pour un décadentiste, sans passer pour quelqu'un qui ferait de la dépression nerveuse juste parce que on sentirait chez moi quelque chose qui ressemble à de la dépression nerveuse, parce que je dirais juste qu'aujourd'hui, effectivement, dans le classement PISA, nous reculons. Les gens qui aujourd'hui sont les mieux placés sont les Coréens. Pour la lecture, l'écriture, la mémoire, etc. Tous les pays asiatiques. Nous nous effondrons. Il y a des moyens de vérifier aujourd'hui. Vous faites des dictées, vous posez des questions, et on le voit bien, ça ne marche pas. Donc effectivement, vous avez bien raison de porter la parole des gens modestes en disant qu'on ne les entend pas, que quand on les entend, on les criminalise, et que quand des intellectuels portent cette pensée-là, ils sont minoritaires, parce qu'il y a tout autour plein d'intellectuels majoritaires qui, eux, disent que c'est le peuple, que c'est de la démagogie, qu'ils sont populistes, qu'ils ne comprennent rien à rien, etc. Il faudrait de nouveaux Bourdieu, mais à l'époque de Bourdieu avait eu le temps de sortir et d'exister. Aujourd'hui, ça n'est plus possible.
On ne permettra plus que des individus puissent dispenser, disons-le comme ça, dispenser une pensée critique, ou du moins inviter à la pensée critique, parce que aujourd'hui on a fabriqué du consentement. Et la fabrique du consentement, c'est la télévision, ce sont les médias, ce sont les écoles aujourd'hui, avec des professeurs à qui on a dit ce qu'il fallait faire, comment il fallait faire, et qui obéissent tout bêtement, de sorte que des gens qui pensent vraiment, sincèrement, librement, j'en connais pas vraiment beaucoup. J'en connais vraiment pas beaucoup, parce que ça veut dire qu'on échapperait à cette tyrannie de la fabrication de l'opinion. La chose est bien faite, la tyrannie de l'opinion, elle est fabriquée par des individus qui sont des professionnels de ces choses-là. Qui sont des professionnels. Il y a un neveu américain de Freud qui avait écrit sur ce sujet-là et qui a écrit sur la fabrique du consentement et qui est un individu qui a montré de manière très cynique comment il a imposé le tabac chez les femmes aux États-Unis. Comment il a fait désirer le tabac tout en sachant que le tabac était toxique, hein, bien sûr. Maintenant, l'industrie du tabac avait besoin de laisser croire que le tabac était un signe d'émancipation pour les femmes. Donc il y avait les hommes, donc il fallait conquérir le public féminin, et Bernays, il s'appelle Bernays, ce neveu de Freud, a expliqué comment il s'y était pris pour qu'à un moment donné, on finisse par désirer ce qui nous détruisait. Et bien aujourd'hui, la fabrique du consentement, médiatique et idéologique, elle fait de telle sorte qu'on désire ce qui nous détruit. Et le remède, il est très simple, hein, je le rappelle, c'est la Boétie, c'est le discours sur la servitude volontaire. Soyez résolus, c'est une phrase de lui, soyez résolus de ne servir plus, ou de ne plus servir, et vous voilà libre. Soyez résolus de ne plus servir, et vous voilà libre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a de la domination, c'est parce que le dominé y consent. Et si on n'y consent pas, si on arrête, je ne sais plus qui me disait récemment qu'il suffisait que les gens fassent la grève du Coca-Cola une seule journée sur la totalité de la planète, ça s'effondre. L'économie s'effondre. Simplement, il faut le faire, il faut le dire, il faut le savoir, il faut l'organiser, et nous n'avons pas les moyens de nous opposer à des gens qui, eux, disposent des moyens idéologiques sur la planète entière. Vous avez des gens qui, aujourd'hui, passent d'un continent à l'autre. Et c'est pas étonnant si on voit des Alain Minck, si on voit des Jacques Attali, si on voit des Bernard-Henri Lévy, dans des dispositifs comme ça, où vous dites, tiens, il y a eu la guerre en Libye. Ah bon, pourquoi la guerre en Libye? C'est drôle, la Libye nous menaçait. On n'a jamais été autant protégé de la Libye que du temps où Kadhafi était au pouvoir. C'était une dictature. Moi, j'y suis allé à l'époque de Kadhafi pour aller sur les traces d'un philosophe antique qui s'appelle Aristippe à Cyrène, en cyrénaïque. Et à l'époque, il n'y avait aucune crainte pour qu'un seul Libyen puisse venir poser des bombes ou se faire sauter la calebasse en France. Zéro, rien du tout. Il n'y avait aucune crainte. Et même chose avec l'Irak, même chose avec la Syrie. Il n'y avait aucune crainte à cette époque-là. C'est depuis qu'on a fabriqué cette destruction du monde pour pouvoir vendre des bombes, pour pouvoir détruire des peuples, pour pouvoir détruire des civilisations, pour faire de telle sorte qu'on leur amène le Coca-Cola, qu'on leur amène les ordinateurs, qu'on leur amène le téléphone portable. C'est ça qu'on appelle la civilisation, c'est ça qu'on appelle le progrès, c'est ça qu'on appelle la civilisation contre la barbarie. Eux seraient des barbares, nous serions les civilisés. Donc il y a juste un moment donné où il faut dire, mais pourquoi ces guerres-là ? Le terrorisme n'est jamais que la réponse à ces guerres-là, qui sont des guerres fabriquées pour que les vendeurs d'armes puissent continuer à faire leur trafic. Nous sommes dans les 3 ou 4 premiers pays au monde parmi les vendeurs d'armes. 3e, voilà, j'étais pas très sûr de mon chiffre, donc qu'est-ce que ça veut dire quand vous êtes dans les 3e? Après, États-Unis, Russie, je crois, quelque chose comme ça. Bien évidemment qu'il y a un moment donné où vous recevez la monnaie de votre pièce. Vous pouvez pas vendre des armes qui servent à tuer des gens sans que des gens disent « mais vous êtes en train de massacrer nos peuples ». Donc, bah oui, mais on va pas le dire, ça. Le terrorisme, c'est des méchants. C'est tous des banlieusards qui ceci, cela, etc. Non, le terroriste, c'est des gamins qui disent, vous nous emmerdez avec votre Occident, parce que votre Occident pourrit notre monde, qui est le monde de l'Oumma, le monde de notre communauté, que vous massacrez partout où vous existez. Vous avez massacré ça quand vous êtes allé coloniser au 19e siècle. Vous continuez le colonialisme aujourd'hui, parce que vous avez besoin d'un certain nombre de produits qui vont vous permettre, vos ordinateurs portables, vos téléphones portables, parce que vous avez des substances qui ne se trouvent que dans le sous-sol de certains pays africains, comme par hasard le Mali. C'est drôle, hein? On est au Mali. Et quand vous regardez la géologie du Mali, elle est très utile pour tout ce qui nous permet de fabriquer aujourd'hui des téléphones portables. C'est drôle, hein? Mais on n'est pas là-bas pour ça, on est là pour le terrorisme, évidemment. Hein? Pour empêcher le terrorisme en Libye, au Mali, pas du tout pour piller leur sous-sol, pas du tout pour ne rien leur payer ce qui est leur produit et qu'on devrait payer véritablement, mais qu'on va tout de même pas leur payer au prix du marché mondial. Des nègres, on va tout de même pas les payer comme des blancs quand même. Faut pas exagérer. Donc on va là-bas parce qu'on les aime, parce qu'on veut qu'il y ait pas on veut pas qu'il y ait de terroristes. Pourquoi on veut pas de terroristes là-bas après tout? On peut dire s'ils veulent
s'ils veulent de l'islam là-bas, avec l'islam, on n'aura plus la possibilité de piller leur sous-sol. Parce que les chefs d'État là-bas sont corrompus avec les chefs d'État français qui leur donnent des valises de billets. Hein. C'est pas avec Sarko seulement, c'est vieux comme le monde. Foccart faisait ça pour le général de Gaulle, et ça a continué jusqu'à plus soif. Donc on pourrait très bien imaginer que on est un démocrate à la tête d'un pays africain. Ah oui, mais avec un démocrate, ça marcherait plus. Ça marcherait plus non plus avec des terroristes, comme on dit, avec un gouvernement islamique qui lui dirait soit on garde, soit on vous le vend, mais on va pas vous vendre ça à le même prix. Donc effectivement, voilà pourquoi on est là-bas. On n'est pas là-bas pour les droits de l'homme, c'est pour nous faire rire. Et quand vous regardez la télévision, le chef de l'État malien nous a demandé de l'aide, et évidemment, comme dans la grande tradition du général de Gaulle, on vient les aider, parce qu'il faut quand même empêcher le terrorisme qui nous menace en France. Pas vrai, faux. Passez d'une chaîne à l'autre, vous passez d'un journal à l'autre, on vous dit ça tout le temps. Comment se fait-il que des journaux, par exemple, puissent être des propriétaires de vendeurs d'armes ? Il y a des journaux dont les propriétaires vendent des armes. Vous n'allez tout de même pas trouvé dans ces journaux qui ne vivent qu'en vendant des bombes, des avions, etc., des articles critiques sur la guerre ou des analyses géostratégiques qui vont vous expliquer que nous ne faisons la guerre que pour piller les sous-sols des pays que nous continuons à coloniser. On ne va pas dire ça. On va dire un truc qui, en revanche, va bien marcher. On va dire il faut lutter contre le terrorisme. Si on va là-bas, c'est parce qu'on veut défendre notre terrorisme, notre République. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Parce que si vraiment on veut défendre les principes de la République, si on veut attaquer les gens qui nous veulent du mal, on va attaquer l'Arabie Saoudite. C'est l'Arabie Saoudite qu'il faut bombarder. C'est eux qui organisent. C'est là-bas que ça se joue. Mais non, on leur vend des armes à eux. On est leur partenaire. Donc vous voyez que si vous commencez à penser librement, vous allez gêner beaucoup de gens. Et si vous gênez beaucoup de gens, les gens ne vont pas se laisser faire. Donc ils vont vous tirer dessus, réellement, dans certains pays, ou symboliquement, dans d'autres pays. Symboliquement, tirer sur les gens, c'est juste dire, vous êtes des pauvres, vous êtes des minables, vous êtes incultes, vous ne savez rien, ne vous occupez pas du pouvoir, c'est trop compliqué pour vous, vous n'avez pas une bonne connaissance de ce qu'est l'organigramme du fonctionnement de l'Europe, vous n'êtes pas capable de distinguer le Parlement du Congrès de je ne sais quoi, on vous dira, oui, vous savez rien du tout sur l'Europe, alors arrêtez de râler contre l'Europe. Non, on voit bien que effectivement c'est un club de riches qui estiment que les pauvres ne sont là que pour jouer leur rôle de pauvres. Tais-toi, bosse, travaille, vote, et descends de temps en temps dans la rue, il faut bien qu'on te laisse croire que tu es libre, manifeste de temps en temps, arrête les trains, c'est pas un problème, il n'y a pas un problème pour faire la grève de ce côté-là, vas-y, faites la grève, vous voyez, on est une démocratie, on rend possible la grève des trains, mais non, on n'est pas du tout une démocratie, parce que on voit bien que si on commence vraiment à toucher des choses, alors à ce moment-là, vous avez des vrais problèmes. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui n'a pas voulu que je dise que je le rencontrais, qui me disait, nous avons nos téléphones portables ici. Il me dit, moi, j'ai laissé le mien dans ma maison parce que je suis suivi. On peut savoir tout de vous. On peut savoir tout de vous avec votre ordinateur et votre téléphone. C'est-à-dire que n'importe qui peut aujourd'hui déclencher votre téléphone pour savoir ce que vous êtes en train de dire, ce que vous êtes en train de vivre, la caméra de votre télévision, etc. C'est-à-dire que l'organisation mondiale, elle est encore pire que ce qu'on imagine. Vous avez aujourd'hui des gens qui peuvent entrer chez tout le monde en sachant ce qu'ils pensent, parce que vous pouvez piller, vous pouvez craquer n'importe quel ordinateur, et vous pouvez rentrer sur tous les dispositifs, téléphones et autres. Vous avez la possibilité avec un téléphone d'avoir il y a un micro. Donc dès que vous parlez, on peut vous entendre. Vous avez une caméra. Dès qu'on enclenche la caméra, on peut vous voir. Et c'est la même chose avec votre ordinateur de bureau. On peut vous voir. On peut également. Il y a également un micro. Donc on peut vous entendre. On peut tout savoir de vous. Et il y a aujourd'hui des gens qui savent tout de vous. Les États-Unis écoutent la planète entière. Les États-Unis le font. Donc évidemment, il y a des algorithmes qu'il faut que vous ne pouvez pas tout écouter en disant avec le casque, mais vous avez des ordinateurs super puissants, et quand on va passer à l'ordinateur quantique, alors là, attention au totalitarisme, mais l'ordinateur quantique permettrait effectivement d'avoir la totalité, les possibilités avec des algorithmes de savoir ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous pensez, et puis éventuellement d'organiser les choses pour que vous puissiez commencer à moins penser par vous-même. Parce que si vous aviez des velléités de penser par vous-même, eh bien on va vous casser, on va vous détruire. Et puis après vous aurez les médias contre vous, puis après vous aurez la police, puis on va vous créer un truc, puis on va sortir une affaire, puis etc. etc. Et ce personnage qui me racontait tout ça me disait, moi j'ai commencé à voir un peu les effets. On a détruit les sociétés qui étaient les miennes, on a commencé à toucher à ma vie privée, à ma vie intime. Il dit, moi je suis arrêté, je ne dis plus rien. Donc maintenant, je fais autre chose, je fais autrement, mais il dit, effectivement, il y a des gens
qui, derrière le capital, derrière le libéralisme, ont cessé d'être les caricatures de capitalistes avec le gros cigare et le chapeau de forme, mais qui sont des individus, qui sont des hackers planétaires, mais qui travaillent pour le capital, qui travaillent pour l'argent, et qui estiment que les petits, les sans grade, les gens modestes, c'est de la chair à canon. S'il faut détruire, s'il faut ravager, ce sera très bien. Donc on a besoin d'intellectuels qui défendent le système, et tous les intellectuels qui attaquent un peu le système et qui sont un petit peu critiques se font malmener par le système, et c'est bien normal. Le jour où Libération dira du bien de moi, je pense que je m'achèterai une corde pour me pendre. Bonne soirée.